La réalité virtuelle, c'était un fantasme de gamin pour moi quand j'étais petit, où je voyais ça dans des magazines ou dans des films de science-fiction. Mais objectivement, quand on y était confronté pour de vrai, ça marchait pas très bien. C'était énorme, à l'intérieur c'était des petits polygones, etc. Ça marchait pas. Et c'est revenu maintenant, depuis un an à peu près en réalité commerciale, vraiment, avec Oculus Rift, HTC Vive et PlayStation VR, essentiellement sur les masques de réalité virtuelle, qui je trouve sont la vraie réalité virtuelle, parce qu'après il y a Samsung ou Google avec des cardboards ou Samsung Gear VR où on met un smartphone. C'est intéressant, mais je trouve que c'est plus en fait un peu du cinéma, enfin de l'immersion dans une bulle 360 que de la vraie réalité virtuelle. Moi, la vraie réalité virtuelle, c'est celle où on peut voir ses mains et on peut prendre des objets, on peut les jeter, on peut interagir avec le décor. C'est ça qui, pour moi, est extrêmement fascinant. Et ça, c'est les trois que j'ai cités au début. Le bilan en termes d'image, de bruit médiatique et d'engouement des gens, je trouve, est très bon. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu parler, qui ont essayé une fois ou plusieurs fois de la réalité virtuelle, ont tous été assez estomaqués. Certains ont eu peur, d'autres ont fait « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le problème, c'est que ces appareils sont encore coûteux. C'est entre 400 et 900 euros le masque, et après il faut ajouter soit une console, soit un PC, et plutôt un gros PC. Il y a beaucoup de câbles, l'appareillage est encore un peu volumineux. Donc oui, ça marche. Oui, il y a des contenus, des expériences et certains jeux qui sont vraiment probants, mais non, c'est pas encore suffisant pour que ça devienne vraiment grand public. Moi, il y a une expérience qui m'a particulièrement touché. C'est pas du jeu à proprement parler, ça s'appelle Apollo 11 VR. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'espace. Mes parents sont astrophysiciens, ma mère a envoyé des satellites dans l'espace. Et ben en fait, je dois l'admettre et l'avouer, j'avais pas compris à quel point la mission Apollo, la première qui est partie sur la Lune, avait été aussi complexe, bouleversante et humainement un exploit remarquable, parce que là je l'ai vécu de l'intérieur. J'étais avec les différents astronautes, j'étais à la place d'un des trois, donc déjà on était dans le LEM, tu te rends compte, pour de vrai, pas avec un documentaire en noir et blanc, etc., mais de la promiscuité du truc, c'est vraiment tout petit, tu te dis waouh, quel courage. Tu regardes un peu par le tout petit hublot et tu te rends compte que tu es en train de décoller avec des flammes qui passent de partout, tu fais waouh, c'est extrêmement flippant. Et puis après cette magie grandiose de voir les choses qui commencent à passer en apesanteur, d'essayer de les prendre, de faire atterrir le LEM sur la Lune, tu constates que c'est complexe, de marcher sur la Lune, enfin, de voir la toute petite planète bleue, enfin vraiment s'en rendre compte. C'est toute la différence entre comprendre quelque chose, le voir, l'apprendre ou le vivre. Et la réalité virtuelle, ça te permet de vivre les événements. Et pour moi, ça change tout. Et je pense que la réalité virtuelle a un énorme avenir dans l'éducation, dans la pédagogie, parce que pour un jeune, ou moins jeune, parce que maintenant je commence à faire mon âge, tu figes dans ta tête les choses parce que tu les vis infiniment différemment qu'en lisant un livre, aussi bien écrit soit-il, ou en regardant un documentaire, même bien fait. Mais in fine, avant toute chose, comme dans le marché des consoles, enfin quel que soit le truc, c'est le contenu qui fait le succès ou pas, parce que la technologie, elle peut être mature, elle peut marcher. Si tu n'as pas des contenus, bah, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où il y a une problématique de serpent qui se mord la queue. C'est si les joueurs n'adhèrent pas ou le public n'adhère pas, bah, ils feront moins de contenu. Et s'il n'y a pas de contenu, bah, ils auront encore moins de chances que les gens achètent, etc. Donc pour moi, c'est là aux constructeurs d'aider les créateurs à y aller, à transférer leurs expériences initiales en VR. Et puis on croise les doigts, parce que moi je trouve ça assez fascinant, vraiment. Et je pense qu'en fait, l'application, la killer app qui va démocratiser tout, ça va être Facebook, en réalité virtuelle. Et Facebook au sens de demain, c'est-à-dire non pas juste on poke, on like, on met un commentaire et on met un petit pouce, mais on vit en fait avec les gens, avec ses amis ensemble. On sait ce qu'ils font, on peut commenter, on peut chatter, En fait, c'est de la vie. Et aujourd'hui même, et il y a plein d'études qui le montrent, on commence à consommer de plus en plus de l'information et on s'en sert presque comme un moteur de recherche, concurrent à terme de Google, de YouTube avec les vidéos à l'intérieur. Bon, en gros, ils sont en train de créer un espèce d'OS finalement, et je sais que Facebook est en train d'essayer de créer un OS en réalité virtuelle. Et donc, on l'a vu avec une démo d'ailleurs de Mark Zuckerberg qui montrait avec son petit avatar, avec les touchs où on peut voir ses mains, etc. Il était modélisé chez lui et il papotait avec ses potes, il pouvait s'envoyer des dessins, etc. Bah, ça a l'air un peu gadget pour l'instant, c'est l'ébauche de ce que ce sera demain. Et je crois qu'un jour, on aura un deuxième monde, voire X monde,
qui sont créés, le monde médiéval, le monde futuriste, le monde de la campagne, le monde de ce que tu veux, le monde de l'open space des bureaux. Personnellement, je trouve la réalité virtuelle plus fascinante parce que c'est une autre réalité totalement. Et je pense que si, commercialement, parce que c'est une industrie, et s'il n'y a pas de revenus, elle meurt, hein, c'est pas le monde magique des bisounours. Si commercialement elle arrive à se maintenir et à décoller au fur et à mesure, je crois vraiment que d'ici quelques années, décennies, peut-être 50 ans, tout aussi naturellement qu'aujourd'hui, sur nos écrans d'ordinateur, on a plusieurs bureaux virtuels et on passe de l'un à l'autre sur lesquels on met des choses, je pense qu'on connaîtra des humains qui passeront d'un monde réel au monde virtuel 1, monde virtuel 2, monde virtuel 3. Et je sais que ça peut faire peur, et je ne dis pas que je suis content d'imaginer ça et tout, mais je crois vraiment qu'avec la pollution qui augmente, avec les menaces de terrorisme et autres, je crois qu'on arrive de plus en plus vers la vision de Matrix. J'espère juste que les robots ne nous domineront pas, mais que par contre des humains se connectent dans un monde alternatif où ils seront gérés par des robots pour les nourrir de manière efficiente, pour qu'ils vivent 120 ans et où on aura vraiment notre vie déconnectée. Aujourd'hui, ça peut paraître terrifiant, déshumanisé, désincarné, mais je crois que c'est qu'une histoire en fait de génération. Parce que c'est quoi la téléportation? C'est être rapidement, instantanément dans d'autres lieux géographiquement très éloignés. Mais s'ils sont recréés autour de toi. Et qu'est-ce que fait Google avec Google Maps, etc. Ils recréent la planète. Après, ils vont recréer des intérieurs, puis après, ils vont créer des intérieurs virtuels. Et je pense que si j'étais vous et si j'étais jeune, un métier que je me dis d'avenir, c'est architecte du virtuel. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire, en tout cas. C'est, si tu es architecte virtuel demain, tu peux concevoir des lofts, des machins, etc. Pour de l'argent réel, hein, mais tu fais des choses super bien. Et tu fournis à des sociétés leur scape virtuel du futur, des Orange, Areva et des gros groupes, des EDF et compagnie. Ça coûte extrêmement cher d'avoir des open space avec des milliers de personnes, machin. Bah, s'ils sont tous chez eux, plugués, et ils travaillent ensemble dans un univers en plus complètement génial, c'est pas demain, mais ça arrive, je pense. Et ça, ce sera la killer app.